Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group, le média pour les Français aux États-Unis depuis plus de 18 ans. Vous êtes nombreux depuis les États-Unis ou le Canada à envisager un investissement immobilier en France, mais entre le financement en tant que non-résident, la gestion à distance et les enjeux fiscaux, transfrontaliers, le parcours peut devenir complexe. Pour vous guider, nous avons réuni trois experts. Valérie, bienvenue. Sébastien Salin de Acheter pour louer, spécialiste de l'investissement immobilier pour les expatriés. Ils ont fait un peu plus de 150 millions d'euros de transactions pour leurs clients expats. Et ils sont accompagnés de Jean-Philippe Sora, un habitué des webinaires de French Morning, CPA, expert comptable, de MSGL, une filiale du groupe Fiducial et un cabinet d'expertise comptable, bien sûr. Ils ont accompagné plus de 1000 familles dans leur déclaration transatlantique. Ils vont aujourd'hui vous donner une vision claire et concrète pour réussir votre projet, de l'achat jusqu'à l'optimisation fiscale. Vous pouvez poser toutes vos questions dès à présent, juste en bas de votre écran, dans la section Q&A ou QNR. Ça dépend si votre Zoom est en français ou en anglais. On est aussi en direct sur les réseaux sociaux, donc posez vos questions. On y répondra à la fin. Allez, c'est parti. Sébastien, la parole est à toi et je reviens à la fin. Merci Romain. On est ravis d'être avec vous ce soir. Merci à French Morning pour l'organisation de cet événement. Et donc nous allons parler d'immobilier et plus particulièrement d'investissement immobilier en France depuis les États-Unis et le Canada, comment investir et gérer sa fiscalité. Donc on va commencer hop, voilà, par nous présenter donc avec Valérie, qui sommes-nous? Acheter pour louer. Donc, Acheter pour louer a été créé il y a à peu près 8 ans et nous accompagnons des personnes qui sont expatriées et qui souhaitent investir en France dans l'immobilier depuis l'étranger. Et nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de l'acquisition, donc de la recherche du bien, la sélection du bien et l'analyse du potentiel patrimonial et locatif. Donc, est-ce que le bien va prendre de la valeur et comment il va se comporter quand il sera mis en location. On va accompagner aussi nos clients sur la partie financement avec des banques spécialisées, des banques françaises, hein, qui sont spécialisées pour les expatriés. Et puis, une fois la signature chez le notaire, on va accompagner en fonction des projets sur la partie aménagement, travaux avec nos partenaires en France, et puis jusqu'à la gestion locative. Donc, le but, c'est d'accompagner nos clients sur toutes les étapes à distance et de façon dématérialisée, sans oublier que nous avons le statut réglementé d'agent immobilier avec notre carte de transaction et nous sommes aussi intermédiaires bancaires. Nous avons accompagné, donc, comme disait Romain, plus de 500 projets et à ce jour, nous avons plus de 40 000 lots disponibles partout en France. Donc, je vais laisser la main à Valérie pour nous faire un point sur le marché immobilier en France. Merci Sébastien. Effectivement, le marché immobilier en France, comment est-ce qu'il se porte? Eh bien, depuis toujours, on sait que les Français investissent dans la pierre. Et pourquoi? Parce que à long terme, ça monte toujours. Vous regardez les trois courbes. La première est le marché français, celle de gauche en dessous, c'est le chinois, et en dessous, le marché américain. Peu importe le moment d'entrée, les prix ont toujours progressé et les loyers suivent la même tendance. Même s'ils augmentent plus lentement que les prix de la pierre, les loyers sont toujours à la hausse. Et le point clé, c'est qu'après chaque crise, l'immobilier est le premier secteur à repartir, à chaque fois. Parce que, eh bien, les gouvernements investissent en priorité dans l'immobilier, même avant les entreprises. La situation actuelle du marché nous est très favorable parce que les taux de crédit sont en baisse à autour de 3,5% et sont stabilisés depuis plusieurs mois. Et en face, nous avons une tension locative qui est record parce qu'il faudrait 300 000 logements par an et que nous en produisons à peine 600 000 logements par an, pardon, et nous en produisons à peine 330. C'est un levier stratégique. Nous distinguons deux formes de marché sur le marché immobilier. Il y a d'abord les biens qui sont énergivores, ils sont impactés par la loi du climat et ils sont en baisse de prix. Et de l'autre côté, vous avez les biens neufs ou rénovés aux normes énergétiques. Ils sont en hausse continue et cela attire la demande locative et les investisseurs. Et c'est cette dualité qui définit notre stratégie, parce que notre approche est très claire et en toute transparence, voilà ce que nous faisons.
nous nous positionnons là où la demande est forte et là où la fiscalité travaille pour vous. Mais attention, tout ne se vaut pas. La performance vient de la sélection. Tout d'abord, dans l'ancien, on achète avec une très forte négociation, en maîtrisant parfaitement et contractuellement la qualité et le prix des travaux. Et ensuite, dans le neuf, on se positionne en amont, directement auprès des promoteurs, avant l'arrivée sur le marché des produits. De cette façon, nous optimisons la valeur patrimoniale dès le départ de votre projet. L'objectif, c'est toujours le même, acheter mieux que le marché et sécuriser avec une vision long terme. Maintenant, parce que vous êtes là, je vais partager avec vous un secret, c'est-à-dire pourquoi les investisseurs fortunés choisissent tous l'immobilier. Tout d'abord, par rapport à la structure du rendement. L'immobilier, c'est un actif tangible, c'est une valeur d'usage. On se loge, on héberge, on l'utilise. Ensuite, c'est un rendement double. On profite des loyers d'un côté et tous les mois de la plus-value qui s'améliore sur votre bien. Enfin, et c'est plutôt très rare, c'est aussi l'un des rares actifs où une tierce personne participe directement à la construction de votre patrimoine. Dans un deuxième temps, c'est l'effet l'effet de levier, parce que grâce au crédit, vous ne financez que 10% du bien, mais la valeur s'apprécie, elle, sur la totalité du capital, 100%, pas seulement sur l'apport. Autrement dit, vous utilisez l'argent de la banque pour construire votre capital. Et c'est pour ça que les gros investisseurs empruntent plutôt que de payer cash. C'est ce qu'on appelle un multiplicateur de performance et c'est puissant. Enfin, la taxation, Jean-Philippe vous en parlera mieux que moi. La fiscalité, c'est souvent plus avantageuse pour les actifs financiers que les actifs financiers. En LMNP, les amortissements permettent d'effacer l'essentiel, voire la totalité de l'imposition sur les revenus locatifs. C'est un véritable bouclier fiscal naturel et c'est là que notre intervention prend tout son sens. Enfin, pour les risques et la volatilité, parce que l'achat immobilier, c'est une faible volatilité, plus les prix sont stables, la décorrélation structurelle résiste mieux aux chocs boursiers, aux tensions géopolitiques et aux périodes de stress économique. Ensuite, c'est une couverture contre l'inflation grâce aux loyers qui, eux, sont indexés. Attention, l'immobilier n'est pas d'exemple de risque, mais ce sont des risques qui sont beaucoup plus maîtrisables. Et enfin, je voulais comparer la France et les États-Unis car la différence est flagrante. Ici à New York, les loyers sont extrêmement élevés, c'est attractif, et en même temps, si le loyer ne suit pas, si le locataire part, l'impact financier sur 1, 2 ou 3 mois est immédiat, très important et peut remettre en question la totalité de votre projet et de vos économies. En France, le ticket d'entrée est beaucoup plus accessible et même en cas de vacances, eh bien, les mensualités restent abordables. Il suffit de multiplier les projets et à ce moment-là, les mensualités manquantes sont totalement absorbées sur le temps. La France également produit les taux les plus bas et ils sont fixes, ce qui est une sécurité, et l'apport de départ est beaucoup plus faible. Voilà les différences sur le marché français et américain. Sébastien, je te laisse parler des solutions immobilières que nous proposons. Tout à fait. Donc, investir en France, il existe plusieurs options. Donc là, on va voir toutes les options d'investissement immobilier en France. Tout d'abord, on va regarder la partie classique. Donc, soit acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Donc, on va regarder les avantages et les points d'attention dans les deux cas. Donc, tout d'abord, l'immobilier neuf. Donc, quand on parle d'immobilier neuf, on parle de VFA. Donc, vente en l'état futur d'achèvement. Donc, ça veut dire que ça va être livré dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années en fonction de l'avancée des travaux. Donc, quels sont les avantages déjà d'investir dans l'immobilier neuf? Vous allez avoir plusieurs garanties. Donc, tout d'abord, des garanties décennales. Donc, ça veut dire qu'il arrive quoi que ce soit, des fissures, des infiltrations ou autres. La garantie se met en place et l'assurance va réaliser les travaux. Donc, déjà, ça, c'est un point important. Aussi, ben, comme vous pouvez vous le doter, vous n'aurez pas de gros travaux avant de nombreuses années. On ne va pas faire un ravalement de façade, un changement de toiture, une remise aux normes de la copropriété, donc qui permet de ne pas avoir de mauvaises surprises, comme dans certains appartements qu'on peut acheter dans un vieil immeuble qui va avoir des rénovations importantes.
Enfin, on va avoir aussi, en termes de garantie, une garantie acoustique et énergétique. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas entendre le voisin, on ne va pas entendre l'extérieur. Donc, ça permet d'avoir un confort pour le locataire ou si on souhaite y habiter. Et au niveau énergétique, on va le voir tout à l'heure sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On va avoir un bien qui sera classé en général A ou B, donc ce qui se fait de mieux au niveau de ce DPE. Euh, Enfin, vous allez bénéficier de frais de notaire réduits sur la partie fiscalité. Donc, c'est-à-dire que les frais de notaire dans le classique ancien sont entre 7,5 et 9%. Donc, sur 100 000 euros investis, ça fait plutôt entre 7 500 et 9 000 euros, versus ici entre 2 et 3%. Donc, 2 000 à 3 000 euros pour 100 000 euros investis. Et sur la partie fiscalité, il va y avoir aussi une exonération totale ou partielle de la taxe foncière pendant les 2 premières années suite à la livraison du bien. La taxe foncière, vous avez peut-être entendu parler, a beaucoup monté ces dernières années suite à la fin de la taxe d'habitation. Et donc, on a dans certaines villes des taxes foncières qui sont équivalentes à au moins un mois de loyer, voire des fois un mois et demi, voire 2 mois. Sur les points d'attention, ce qui est important, c'est que souvent, l'immobilier neuf est plus cher que l'immobilier ancien. Forcément, on va utiliser les derniers matériaux de dernière génération. Et donc, on peut avoir des prix des fois 15 à 30% plus chers. Donc, c'est ici qu'il faut faire attention aussi, pour ne pas payer une surcote non plus. Enfin, ce qui est important de faire attention, c'est la partie promoteur. Est-ce que le promoteur utilise des matériaux de qualité? Est-ce qu'il a réalisé des projets? Est-ce que c'est aussi un promoteur important avec qui on pourra avoir confiance s'il arrive quoi que ce soit? Très important, le permis de construire. À aujourd'hui, je disais tout à l'heure, la livraison peut avoir lieu dans quelques années. Si le permis de construire n'a pas été délivré, attention, il vaut mieux peut-être ne pas se lancer sur ce projet et attendre que le permis de construire soit obtenu et purgé. Donc, sur chaque projet, nous allons donner un exemple concret. Donc, aujourd'hui, on va partir à Nice, donc dans le sud de la France. Donc, ici, c'est une résidence qui va être livrée en milieu 2028, donc d'ici 2 ans. Donc là, on est sur le début de la construction. Le permis de construire a été autorisé et purgé. Et à ce moment-là, donc, on a une résidence qui est située à la partie ouest de Nice, donc pas très loin de l'aéroport. On est aussi à côté du tram. Maintenant, on a le tram qui va de la partie aéroport et même qui va continuer par la suite et qui va jusqu'au centre de Nice. Et donc là, on est sur une résidence, une très belle résidence avec plein d'arbres autour. On a aussi une piscine partagée et sur les derniers étages, on a même la vue sur la mer. On est sur les hauteurs de Nice. Donc là, on a pris un exemple d'un appartement avec une chambre de 43 mètres carrés pour un prix de 274 000 euros et le loyer estimatif pour ce type d'appartement à Nice est d'environ 1 000 euros par mois, ce qui permet d'avoir une rentabilité brute à 4,4% qui permet, donc on a mis ici une projection à 20 ans en prenant une revalorisation très prudente de 1% par an. Donc après, en général, parce qu'on fait un financement en général sur 20 ans, donc dans 20 ans, le loyer attendu serait d'environ un peu plus de 1 200 euros par mois et une revalorisation du bien à plus de 330 000 euros. Donc, je vais laisser la place à Valérie pour parler maintenant de la partie ancien et ancien rénové. Merci, Sébastien. Effectivement, quand on parle d'anciens, à quoi s'attend-on? D'abord, nous nous attendons à un choix varié parce que l'immobilier ancien offre une grande diversité de biens, tant en termes de surface, de prix, d'originalité. On parle d'emplacement parce que vous pouvez trouver plus facilement des logements dans plein centre-ville, proche des transports en commun, proche des écoles. On parle de charme parce que l'ancien, eh bien, ce sont des moulures, des parquets massifs, des cheminées. On trouvera un choix qui peut être déterminant pour certaines personnes. On parle de prix parce que les prix dans l'ancien peuvent être légèrement moins chers que sur du neuf, surtout ceux qui sont mal classés au niveau énergétique, on en avait parlé. Et enfin, on parle de rendement parce que souvent, c'est un choix où le rendement est plus intéressant. Seulement, attention, les opportunités peuvent être intéressantes, elles doivent être associées à de la vigilance. Et c'est là que l'on fait attention quand on parle de l'ancien, notamment quand on parle des travaux, parce que les biens
peuvent nécessiter des rénovations ou des mises à jour. Et il faut savoir qu'il faut compter 6 à 12 mois pour réaliser des travaux d'isolation ou de mise aux normes. Il faut aussi faire attention au choix des prestataires en France. D'abord, trouver des artisans, ensuite trouver des artisans disponibles, ensuite des artisans de qualité, et enfin des artisans de confiance. Parce qu'on peut tomber avec des retards de livraison, des malfaçons, des factures qui n'en finissent pas d'augmenter. C'est pour ça que chez Acheter pour louer, nous avons, comme disait Sébastien, des promoteurs avec qui nous travaillons, qui contractuellement s'engagent sur une garantie décennale, donc sur une qualité de prestation, sur un délai et des dates. Pareil, c'est un engagement contractuel. Et enfin, sur un prix qui est négocié au départ et qui ne se modifiera pas, quelles que soient les tendances du marché. C'est pour nous primordial et important. Enfin, nous parlons aussi de copropriété, parce que 15% des copropriétés en France ont des difficultés financières et les parties communes ne sont plus entretenues. Ça impacte la partie patrimoniale ou les frais à venir. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Comme disait Sébastien, nous parlons des frais de notaire parce que pour l'ancien, nous sommes à 7,5 voire 9%, voire plus sur certains départements, alors que le neuf, on est à 9,5 à 3%. À savoir, l'ancien rénové clé en main permet aussi de réduire les frais de notaire et les opérations sur les opérations où ils ne sont appliqués que sur la partie immobilière hors travaux. Pour les projets que nous avons mis en place dans de l'ancien rénové, nous avons sélectionné un projet à Paris, dans le 17e arrondissement. C'est de l'ancien rénové clé en main. C'est un grand studio de 23 mètres carrés qui est acheté avec travaux à 228 900 euros. Paris, comme toutes les grandes villes, ou la plupart des grandes villes, ont des loyers qui sont encadrés. Donc, dans ce cas-là, pour un loyer meublé long séjour, notre client peut compter sur 950 euros par mois pour un rendement brut à 5%. Cela dit, avec un loyer meublé pour un moyen séjour, et c'est l'option qu'a choisi notre client, on développera le moyen séjour lors de notre appel téléphonique. L'encadrement ne tient plus et on passe à des loyers de 1 500 euros par mois et un rendement brut à 7,9% en plein cœur de Paris. Pareil, si on part sur une projection de valeur sur les 20 prochaines années, on obtient une réévaluation du prix du bien à 276 500 euros et un loyer long séjour à 1 150 euros. En deuxième option, voilà, ce sont les photos du produit à Paris. En deuxième partie, c'est Annemasse. C'est un peu mon chouchou parce qu'en tension locative, c'est ce qu'il y a de plus fort et je crois que ça a pris 25% les 10 dernières années. Donc, c'est pareil. En potentiel patrimonial, c'est extrêmement élevé. Nous sommes ici dans une division d'appartements. Qu'est-ce qu'une division d'appartements? Notre client a acheté un T2 de 47 mètres carrés. Il a été transformé en un studio et un T1. Le prix d'achat total, division comprise, est de 309 000 euros. Les loyers perçus longue durée sont de 2 200 euros par mois, ce qui nous donne aujourd'hui un rendement brut à 8,54%. Pour ce client-là, nous sommes en cash flow positif dès le démarrage de la transaction, avec seulement 10% d'apport. Sachez que dans une projection, toujours pareil, extrêmement prudente, les revenus attendus dans 20 ans seront de 2 650 euros et une réévaluation du prix du bien à 373 300 euros. Sébastien, je te laisse parler de la suite. Voilà les photos des biens sur Annemasse. Donc, avant de continuer sur les autres options d'investissement et de solutions immobilières en France, on a parlé tout à l'heure de DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. J'imagine que vous avez tous vu ce graphique qui donne une lettre de A à G. Donc A, les logements extrêmement performants au niveau énergétique et G, logements extrêmement peu performance. Et donc là, on a mis la timeline
pour savoir et avoir une idée en tête de quelles sont les dates importantes à retenir. Donc déjà, depuis 2021, le DPE est pleinement opposable. Donc c'est-à-dire que la responsabilité du propriétaire est engagée. Donc c'est-à-dire que si le DPE est faux, le locataire ou l'acquéreur peut se retourner contre le propriétaire du bien. Donc ça, c'est un point important. Ça a été déjà une grande démarche. Par la suite, depuis 2022, les lettres F et G, et là depuis peu aussi la lettre E, on ne peut plus augmenter le loyer. Donc ce qui veut dire il y a des personnes qui n'ont pas fait les travaux pour la lettre F, par exemple, ne peuvent plus augmenter leur loyer depuis près de 4 ans maintenant. Donc ce qui a un impact important, vu que l'avantage d'investir dans l'immobilier, c'est de pouvoir avoir une augmentation de son loyer régulier. Donc, en 2025, depuis plus d'un an, la lettre G est interdite à la location lorsqu'on le renouvelle ou lorsque l'on crée un bail. Donc, c'est pour ça qu'il faut réaliser les travaux. La lettre F d'ici moins de 2 ans, en 2028, et la lettre E en 2034. Donc, il y a déjà des ajustements réguliers par le gouvernement. Depuis janvier cette année, les appartements qui ont un radiateur électrique ont repris une lettre. Donc, il faut aussi se tenir au courant de tout ce qui est fait, parce que c'est vrai que ce sont un impact important, hein. D'ici à 2034, on parle de plusieurs millions de logements qui vont être interdits à la location. Donc, pour le gouvernement, c'est important parce que ça permet de venir réaliser des travaux et isoler les appartements. Mais par contre, de l'autre, ça veut dire que déjà qu'on manque de logements, comme disait Valérie, on risque de manquer encore plus de logements. Ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est que ces trois dernières lettres, E, F et G, qui sont dites donc pas soit thermiques, sont intéressantes lorsqu'on souhaite investir dans l'ancien rénové. Il vaudrait mieux aller chercher ces types de lettres pour aller négocier à la baisse. Des fois, on peut avoir des baisses de 15 à 20% et réaliser les travaux par la suite. Donc, on va finir sur la partie ici, qui sont les autres solutions. Donc, on parlait beaucoup d'immobilier classique, ancien, neuf, et donc on va parler de tout d'abord les résidences de service. Donc, aujourd'hui, il existe 5 voire 6 types de résidences de service. Donc, c'est tout ce qui est, quand on parle de résidence service, on parle de résidence service gérée. Donc, il va y avoir tout ce qui est résidence service étudiante, résidence de service type EHPAD pour les personnes âgées qui sont dépendantes, les personnes seniors, donc pour des personnes âgées indépendantes avec des appartements classiques et en bas des facilities, les résidences d'affaires, donc pour les services apartments, les résidences de tourisme à la mer ou à la montagne, donc des hôtels, et il y a aussi des résidences mixtes avec, par exemple, de l'étudiant et un mixte avec du tourisme en fonction des résidences. L'avantage ici, c'est que vous allez signer un bail commercial. Donc, c'est un bail plus protecteur qu'un bail classique et d'une durée minimum de 9 ans, alors que la durée classique est de 1 an pour les meublés. Donc, c'est minimum 9 ans et des fois, ça peut monter jusqu'à 20 ans. Et donc, ce bail, vous allez signer avec le gestionnaire. Donc, tous les propriétaires vont signer le même bail. Et donc, ce qui permet aussi d'être à plusieurs s'il arrive quoi que ce soit et se retourner contre le gestionnaire. Vous allez avoir des loyers réguliers et continus. Donc, en général, c'est payé tous les trimestres. Donc, qu'il y ait un locataire ou pas, vous allez toucher vos revenus. Et c'est l'exploitant qui va assumer la gestion locative, le paiement des loyers et des charges. En général, c'est lui qui va payer tout ce qui est charges de copropriété, l'entretien des parties communes et des parties privatives. Des fois, il va prendre aussi à sa charge les assurances de la copropriété et ça peut aller jusqu'au paiement de la taxe foncière. Donc, des fois, on peut avoir notre revenu brut qui devient notre revenu net. Et donc, le but quand on investit en résidence service, c'est d'avoir zéro souci de gestion. Et enfin, lorsqu'on investit en résidence service gérée, c'est le seul moyen où on va pouvoir venir récupérer la TVA sur tous nos achats. Donc, on va avancer la TVA sur le mobilier, on va acheter un TTC et le comptable va nous récupérer la TVA. Ça prend 6 à 9 mois en général. Et pareil, sur les frais de comptabilité, on va payer un TTC, on va récupérer la TVA. Et sur la partie neuf, donc, on va pouvoir récupérer la TVA sur le bien que l'on vient d'acheter. Donc la TVA est d'environ 20%. Donc ça veut dire que sur un bien qui vaut 120 000 euros TTC, on aura quasiment 20 000 euros de TVA. Et donc on va récupérer 20 000 euros par la suite. Et ce qui veut dire que notre bien, on l'aura acheté que 100 000 euros. Et je vais laisser Valérie parler de la deuxième option alternative, qui sont la nue Oui. propriété.
La nue propriété, effectivement, c'est juste avant de conclure, je vais vous montrer quelque chose de très différent aussi. C'est un marché de niche, moins de 2000 transactions par an, et c'est rare. Et c'est précisément pour ça que c'est intéressant. Vous achetez un bien 30 à 40% en dessous de sa valeur. Pourquoi? Parce qu'en échange, vous cédez le droit d'usage pendant 10, 15 ou 20 ans à ce qu'on appelle un usufruitier. Et en général, c'est un acteur institutionnel à vocation sociale. Pendant cette période, l'usufruitier va gérer la location, percevoir les loyers, il va s'occuper de l'entretien du bien, le remettre aux normes contractuellement. Il va faire tout ça pendant tout ce temps-là et vous le rendre dans un état contractuellement prévu. De votre côté, vous ne percevez aucun revenu, mais en même temps, vous n'avez ni charge, ni gestion, ni aucune contrainte opérationnelle. C'est purement un investissement purement patrimonial. Et à la fin de la période, il se passe quelque chose de très puissant, c'est-à-dire que l'usufruit s'éteint automatiquement. Vous devenez pleinement propriétaire, sans aucun paiement supplémentaire. À ce moment-là, vous pouvez le louer, le revendre, l'habiter ou le transmettre en donation. Les biens qui sont proposés, il faut savoir que les biens sont partout en France. Ce sont des appartements vous pouvez trouver des appartements précieux avec vue sur mer, vous trouvez des appartements dans les beaux quartiers de Paris ou des emplacements solides sur le long terme. Pourquoi cette stratégie est intéressante pour les expatriés? Parce que pendant la période d'expatriation, les revenus sont souvent plus élevés, ce qui rend l'épargne mensuelle à la fois plus facile et plus stratégique. On bénéficie aussi d'une devise forte qui permet de se positionner sur des biens de qualité et souvent rares, auxquels on n'aurait pas forcément accès au début du projet. Et surtout, ça vous permet d'anticiper eh bien, votre retour en France, votre retraite, ou même d'organiser, comme je le disais, une donation grâce à une transmission dans de très bonnes conditions. C'est une approche à long terme et une approche différente de ce que vous pouvez connaître. Sébastien, je te laisse conclure avec la dernière forme, le LMNP, l'intérêt d'investir en LMNP. Ah ben, tout à fait, donc on va finir pour laisser la parole à Jean-Philippe et nous allons parler de fiscalité. Donc tout d'abord, on parle de fiscalité en France. Quand on est non-résident et hors Union européenne, la fiscalité en France est de 20% à l'impôt sur le revenu, plus 18,6%, c'est la CSG-CRDS, donc ce qui permet de contribuer au financement de la sécurité sociale sans pouvoir en bénéficier. Et donc après, on passe à des revenus un peu plus après 30 000 euros. On va passer à 30 plus 18,6. Donc comment optimiser cette fiscalité en France? Donc tout d'abord, on va parler de meublé. Et on va être sur la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Donc il y a deux options. Donc tout d'abord, on peut choisir le régime micro-BIC qui permet d'avoir un abattement de 50%. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, sur 10 000 euros, on va être fiscalisé sur 5 000 euros. Donc, on aura 38,6% sur 5 000 euros et puis sur 10 000 euros. Et enfin, on a l'option qui est l'option la majoritaire, la plus choisie par nos clients, qui est le régime réel simplifié. LMNP, LMP, et à ce moment-là, on va avoir des amortissements et des déficits. Donc, les déficits, il va y avoir quoi? Il va y avoir les travaux qu'on peut faire, l'entretien avec la gestion locative, tous les frais qu'on peut avoir, comptabilité, même des fois on peut mettre même si on doit aller voir un appartement parce qu'il y a un problème, on peut mettre même un billet d'avion. Donc tout ça, c'est tout ce qui est déficit. On va avoir aussi tout ce qui, si on choisit d'investir à crédit, les intérêts du crédit. Donc imaginons, on a un revenu à 10 000 euros, moins 4 000 euros de frais de charge, donc on n'aura plus que 6 000 euros. Après, on va voir tout ce qui est amortissement. Donc, il y a deux types d'amortissement. Le mobilier, donc on peut amortir sur une période de 7 ans environ. Donc, 7 000 euros de mobilier divisé par 7 ans, 1 000 euros par an. Donc, 10 000, par exemple, moins 4 000, moins 1 000, il nous reste encore 5 000 euros. Et à ce moment-là, on va avoir l'amortissement du bien. On peut amortir une grosse partie du bien sur une période de 20 à 30 ans en moyenne. Donc, imaginons l'amortissement de 200 000 euros divisé par 20 ans, ça fait 10 000 euros par an.
Donc, si on reprend notre exemple, 10 000 moins 4 000 moins 1 000 moins 10 000, on est en négatif 5 000. Et donc, ces 5 000 euros, on pourra les reporter sur les années suivantes. Et donc, en fonction de la rentabilité du bien, on va pouvoir ne pas payer d'impôts pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus en France. Donc, je vais laisser la place à Jean-Philippe. Merci à tous les deux pour cette présentation. J'ai appris des choses. C'est très intéressant. Et donc maintenant, comme nous nous adressons à des US personnes, donc pas US personnes d'un point de vue immigration forcément, mais d'un point de vue fiscal, euh, eh bien, nous allons parler de fiscalité américaine. En préliminaire, Sébastien, tu peux passer les slides. Bon, celle-ci, on va la passer directement. Voilà, on va aller à la suivante. Qui va être concerné par tout ce que je vais raconter et aussi par les obligations déclaratives américaines. Je reprends les basiques que je reprends à chaque webinaire, mais c'est toujours important de les répéter. Il faut savoir que aux États-Unis, du moment que vous êtes résident fiscal américain, donc US person, d'un point de vue fiscal, eh bien, vous devrez déclarer deux choses. Non seulement vos revenus étrangers, donc les loyers encaissés dont on parlait tout à l'heure, et on va venir dessus, les plus-values potentielles réalisées sur les biens immobiliers si vous les vendez alors que vous êtes US personne, c'est une chose. Donc ça, c'est la déclaration en elle-même, on déclare les revenus. Il y a aussi l'aspect compliance où on va en fait devoir remplir des formulaires donc sur les actifs étrangers, les actifs financiers. Donc là, on ne parle pas d'immobilier, mais si l'immobilier est par exemple détenu par une SCI, eh bien, on aura des déclarations spécifiques à faire. Je vais y revenir dessus un peu plus tard. Donc, qui est concerné par ces obligations de déclaration de revenus et de compliance? Les US personnes. Comment on est US personne? Il y a trois tests qui sont excessivement simples. Vous êtes américaine, américain, vous devez répondre à ces obligations. Vous êtes green card, donc déclarez tous vos revenus mondiaux et tout ce que vous possédez partout dans le monde. Vous êtes green card, c'est la même chose. OK? Et donc ça, que vous êtes citoyen américain ou green card, que vous soyez aux États-Unis ou à l'étranger, vous devez tout déclarer au moins au niveau fédéral américain. Et puis après, on a le Substantial Presence Test qui concerne les personnes qui vont principalement être sous visa aux États-Unis et parfois d'ailleurs aussi des personnes qui n'ont pas de visa et qui passent beaucoup de temps aux États-Unis. Alors comment on calcule ce Substantial Presence Test? C'est très simple, il faut dans l'année concernée avoir passé 31 jours sur le territoire américain et sur une période de 3 ans, 183 jours aux États-Unis. Et comment est-ce qu'on calcule ces 183 jours? On va prendre un jour de l'année N, par exemple un jour 2026 égale un jour de l'année N-1 égale un tiers de jour, un jour de l'année N-2 égale un sixième de jour. Et quand on fait la somme de tous les jours, si on est à 183 ou plus, et que dans l'année on a passé 31 jours aux États-Unis, eh bien l'IRS, donc le fédéral, s'attend à recevoir une déclaration de résidente ou résident américain. Après, avec évidemment des jeux de crédit d'impôt, parce que vous pouvez aussi être résident ou résidente fiscale française, par exemple. Et donc, on va déterminer pour chaque type de revenu quel va être quel pays a la priorité d'imposition et comment on va vous imposer. Ne vous inquiétez pas, petite digression, si vous passez plus de 183 jours, je pense s'il y a des Canadiens qui nous écoutent, les snowbirds qui viennent passer leur hiver en Floride, donc qui dépasse largement les 183 jours, on peut faire ce qui s'appelle un closer connection test, c'est-à-dire qu'on montre aux États-Unis qu'effectivement on passe plus de 183 jours sur leur territoire, mais que nous n'avons aucune attache. Et à ce moment-là, l'IRS est OK pour vous considérer comme non résident. Bon, ça c'est un peu à part. Donc, c'est un peu particulier. Donc voilà, si vous répondez à un de ces trois tests, vous déclarez les loyers encaissés par les biens vendus par Sébastien et Valérie et les plus-values que vous réaliserez sur les biens si vous les vendez. Donc si on continue, Sébastien, je fais un tout petit point sur les actifs financiers parce que ça c'est vraiment important et tout le monde oublie. Vous achetez un bien immobilier, enfin, tout le monde n'oublie pas, mais beaucoup ne le savent pas. Vous achetez un bien immobilier en France, vous allez pas forcément avoir un compte bancaire, vous allez faire transiter des fonds depuis les États-Unis en France, et donc vous allez très probablement devoir remplir une obligation qui est
le FBAR. Le nom scientifique, c'est le Form FinCEN 114. Et puis, potentiellement, le Form 8938. Qu'est-ce que c'est? Le FBAR, on va reprendre tout ce qui est hébergé, gardez ça en tête pour simplifier, par une institution financière et que vous détenez à l'étranger. Donc, que vous détenez, c'est-à-dire que vous avez votre nom sur le compte bancaire, que ce soit le compte bancaire à votre nom, le compte bancaire d'une société dont vous êtes actionnaire ou sur lequel vous avez signature, des comptes bancaires d'enfants sur lesquels vous pouvez avoir signature, de toute personne des comptes de toute personne pour lesquels vous pouvez avoir signature. Ça peut être des comptes de parents aussi. Donc, dès que le solde cumulé maximum à n'importe quel moment de l'année sur vos comptes bancaires étrangers dépasse 10 000 dollars, donc ce n'est pas 10 000 dollars par compte à retenir, eh bien, vous devez déclarer tous les comptes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le solde cumulé maximum à n'importe quel moment de l'année? Je vais prendre un exemple, je prends toujours le même, mais il est assez simple. Vous avez deux comptes. Un compte alors sur les deux comptes, vous avez toujours l'équivalent de 1 dollar, ok, dans l'année. Sur un premier compte en mars, pardon, on va partir sur mars. Voilà, vous voulez acheter un bien immobilier, vous faites le virement du down payment. Donc, mettons, vous versez 20 000 dollars, et puis le lendemain, ça part chez le notaire. Vous avez eu un pic à 20 000. En fait, je vais prendre 9 000 dollars, c'est plus parlant. Vous avez viré 9 000 dollars, vous avez eu un pic à 9 000, et puis ça part chez le notaire. Sur le deuxième compte, vous devez faire des travaux dans l'appartement. Vous virez 2 000 dollars, et le lendemain, vous les virez à l'entrepreneur qui s'occupe des travaux. On a eu deux comptes différents. Sur aucun des deux comptes, on a eu 10 000 dollars. On a eu 9 000 et 2 000. Mais comme justement le pic du premier compte est à 9 000, le pic du deuxième est à 2 000, si on fait 9 000 plus 2 000, on est en 11 000, donc on déclare les deux comptes. Et si on ne le fait pas, c'est 10 000 dollars de pénalité. Retenez une chose, côté américain, si vous oubliez tout ce qui est étranger, tous les formulaires relatifs à vos actifs étrangers, eh bien, c'est toujours ou quasiment toujours 10 000 dollars de pénalité. Donc, il faut absolument le déclarer. Et sachez que les banques françaises, elles savent que vous habitez aux États-Unis, transmettent vos informations à l'IRS tous les ans. Donc, ne pensez pas que vous passerez entre les mailles du filet. Donc, ça, c'est pour le FBAR. Le 8938, c'est un peu la même chose, mais un peu plus vaste. On va reprendre des valeurs de prix des valeurs de parts de société, par exemple, et lui a des seuils plus élevés. Donc là, j'ai les seuils des non-résidents, et pour les résidents fiscaux américains, il faut que vous ayez eu à n'importe quel moment de l'année au maximum 150 000 dollars ou 100 000 dollars au 31 décembre. D'accord? Et là aussi, le risque de pénalité est à 10 000 dollars. Donc ça, c'était la partie pour vous faire peur. Mais maintenant, on va passer à la partie plus sympa. Non, là, c'est pas pour vous faire peur, mais vraiment, il faut faire attention à ça. Et donc, voilà. Si on part, vous avez acheté votre bien, c'est super, vous êtes content, vous avez fait votre FBAR, votre 8938. Maintenant, vous encaissez vos loyers, il est en location. Il faut savoir que, comme l'a dit Sébastien, à juste titre, la France va vous imposer en priorité sur vos revenus fonciers. Si vous optez pour le LMNP, comme l'a dit Sébastien, probablement il n'y aura pas d'impôt ou très peu d'impôts. Côté américain, on va devoir déclarer ses revenus fonciers, ok, à la sauce américaine, qui ressemble quand même assez fortement à la France, où on va avoir les loyers encaissés, moins les charges, moins les taxes foncières, moins les intérêts d'emprunt, moins un amortissement qui se pratique de manière automatique sur 30 ans. Donc l'amortissement, c'est vous avez acheté un bien qui a une valeur, on va prendre simple, de 300 000 dollars, enfin équivalent 300 000 dollars. On divise le prix par 30, ça va vous donner une charge du coup de 10 000 dollars par an que vous allez déduire de vos loyers. Ce qui fait qu'il est assez probable, si vous êtes sur de la location longue durée, que vous vous retrouviez avec un résultat fiscal américain à zéro, voire négatif. Et s'il est négatif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette perte, on va pouvoir l'imputer contre vos salaires ou d'autres types de revenus? La réponse est hélas non. Sauf si vous gagnez moins de 100 000 dollars, vous pourrez déduire jusqu'à 25 000 dollars de perte. Et si vous gagnez entre 100 et 150 000 dollars, pour chaque dollar de perte,
vous pourrez déduire 50 centimes. Et au-delà du coup de 150 000 dollars de revenus, vous ne pourrez plus déduire de perte. Mais la perte n'est pas perdue. La perte, cette perte-là, vous la conservez. D'année en année, elle va s'additionner, vous la cumulez, et le jour où vous vendrez le bien, on va calculer, si vous êtes encore US person, on calcule une plus-value côté américain, et on va imputer l'ensemble des pertes que vous avez cumulées sur la plus-value. Donc elle n'est pas perdue. OK. Et pour partir justement sur le calcul de la plus-value, il est assez simple, hein. C'est prix de vente moins frais liés à la vente, moins prix d'achat, frais liés à l'acquisition, moins d'éventuels travaux que vous auriez fait. Si en France, vous payez un impôt sur la plus-value, côté américain, ça vous donnera un crédit d'impôt qui va en général gommer l'impôt américain niveau fédéral. Au niveau state, par contre, on a un risque de double imposition, mais les impôts state sont quand même moins élevés que les impôts fédéraux. Ouais, donc c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur la plus-value? Rien. Je pense qu'on est bon, sauf sur la nue propriété, parce qu'on a parlé de la nue propriété. Vous achetez en nue propriété. Là, pendant toute la durée de détention de la nue propriété, euh, Valérie et Sébastien l'ont dit, vous ne percevez pas de loyer. Donc aux États-Unis, vous n'avez rien à déclarer. Vous n'avez pas de revenus à déclarer. Vous avez acheté votre nue propriété. Le jour où vous avez récupéré l'usufruit, on n'a rien de spécifique à faire non plus. Mais par contre, le jour où vous vendez le bien, d'un point de vue américain, on aura une plus-value qui va être calculée sur prix de vente moins prix d'acquisition de la nue propriété. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer côté américain. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter en une propriété, puisque quand même, vous récupérez la valeur de l'usufruit sans débourser un dollar ou un euro de plus. Sébastien, je veux bien que tu fasses passer l'autre slide. Bon, j'ai débordé hein, sur la convention fiscale, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que vous payez des impôts en France en priorité. C'est quasiment toutes les conventions fiscales sont faites de la même manière. L'immobilier est toujours imposé en priorité dans le pays dans lequel il est situé. Donc, en tant que non-résident ou non-résident, vous déclarez, vous payez en France si vous avez à payer. Côté américain, vous déclarez avec jeu de crédit d'impôt. Donc, si vous avez des impôts à payer en France, ça vous donne droit à crédit d'impôt au niveau fédéral américain, au niveau state. Dans la majorité des États, non, parce qu'ils ne reconnaissent pas les impôts payés dans un pays étranger. Ils reconnaissent les impôts payés dans un autre État, mais pas dans un pays étranger. Donc, on a potentiellement un petit frottement fiscal, mais au final, comme je l'ai dit, comme à côté américain, on va amortir le bien, eh bien, il est assez rare d'avoir une fiscalité qui va être attachée au revenu foncier. Si on peut se retrouver dans des cas où côté français, vous allez payer un impôt sur le revenu en tant que non-résident, si vous n'avez pas opté pour le LMNP par exemple, et côté américain, vous n'en payez pas. Parce que, dû aux règles américaines, vous êtes en perte fiscale. Qu'est-ce qu'on fait de cet impôt, finalement français? Eh bien, on va le garder. Tous les ans, on va l'enregistrer, ça c'est important, parce que dans l'immédiat, il ne vous sert pas. C'est sûr, là, il n'a pas d'utilité. Mais tous les ans, on va l'enregistrer dans votre déclaration, et comme la perte, en fait, il va s'accumuler. Et le jour où vous vendrez le bien, eh bien, on va pouvoir dire à l'IRS, bah, écoutez, si en France, par exemple, vous ne payez pas ou peu d'impôts dû à la durée, à l'abattement pour durée de détention, on va dire à l'IRS, bah, attendez, côté US, oui, on a une plus-value imposable, on a peu d'impôts en France, mais ça fait 20 ans que la personne ou 30 ans se traîne des crédits d'impôt qui n'ont pas été utilisés. C'est aujourd'hui qu'on va les utiliser pour payer l'impôt sur la plus-value. Donc, en termes immobiliers, finalement, la convention fiscale est quand même plutôt favorable et intéressante puisqu'on a des fiscalités qui vont être assez proches et si on paye les impôts d'un côté, on pourra les utiliser de l'autre. Côté américain, oui, un petit point. On a souvent ça c'est sur les plus-values. Vous savez que les long termes, le taux des long termes capital gain, donc les plus-values long terme, va être compris, ce qu'on va pouvoir trouver sur Internet entre 15 et 20%. Mais on oublie souvent de rajouter la net investment tax qui est de 3,8% si on a des revenus incluant la plus-value qui dépassent 200 000 dollars en tant que célibataire et si on est marié, c'est x2, c'est 400 000.
Donc Sébastien, tu peux passer. Bon, bah, ça, j'ai parlé de tout, sauf la dépréciation. Effectivement, quand on a un amortissement, on va devoir. On a pratiqué l'amortissement côté américain, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai l'exemple des 300 000 dollars de prix d'acquisition. On amortit sur 30 ans, ça fait 10 000 dollars d'amortissement qui sont pratiqués tous les ans. Lorsqu'on vend le bien, on récupère les amortissements qui ont été pratiqués et ils sont imposés à un taux fixe qui est de 25%. Donc, on peut avoir effectivement un impact, mais qui n'est pas démentiel. En gros, l'impôt, si vous êtes en taux marginal au-delà de 25%, vous aurez économisé le différentiel de taux d'imposition dû à l'amortissement. Sébastien, tu peux continuer. Donc, un point qui est assez important, les SCI, parce que souvent, en France, on va consulter des notaires, des avocats, des gestionnaires de patrimoine, qui vont conseiller pour transmettre le patrimoine aux enfants, de créer une SCI et de leur donner des parts en nue propriété. Et donc, partons déjà d'un cas simple. Vous êtes US personne, vous voulez acheter un bien, vous créez une SCI en France pour acheter le bien. On oublie pour l'instant les enfants. Ce qu'il va falloir faire tous les ans, il va falloir retranscrire les états financiers de la SCI sur votre déclaration personnelle. Ça, c'est une obligation qui, elle aussi, est punie de 10 000 dollars si elle n'est pas respectée. Donc ça, il faut absolument le faire. En France, vous avez la SCI est transparente, donc vous payez des impôts en tant que non-résident. Côté américain, on a le résultat de la SCI qui remonte dans votre déclaration personnelle. On garde la transparence puisque la SCI est considérée comme un partnership côté américain, donc c'est une structure à transparence fiscale. On fait remonter le résultat de la SCI dans votre déclaration personnelle et on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés. Donc ça, crédit d'impôt, comme pour les loyers classiques pour la détention en direct, valable au fédéral, au niveau state, ça ne fonctionne pas. Si jamais vous voulez créer une SCI pour donner ensuite des parts à vos enfants, sachez que vos enfants, et vous devez retranscrire les états, excusez-moi, je reviens encore en arrière, vous devez retranscrire les états financiers de la SCI à partir du moment où vous détenez plus de 10% du capital de la société. Ça, c'est important. 10%, c'est très important à retenir. Et 10% avec la notion de constructive ownership. Le constructive ownership, qu'est-ce que c'est? Pour un partnership comme une SCI, on va prendre en compte la détention de parts par vos parents, vos enfants, vos frères et vos sœurs. Donc, si c'est une SCI familiale où vous la créez, vous l'achetez en France, on vous crée une SCI avec votre frère, votre sœur qui est en France, vous êtes aux États-Unis, on va additionner les parts de tout le monde pour vérifier si vous avez atteint le seuil de 10% ou non. Ça, c'est d'un point de vue déclaratif. D'un point de vue revenu pur, vous ne serez imposé que sur votre quote-part des revenus. Donc maintenant, si je reviens aux enfants, vous créez une SCI, vous leur donnez des parts en nue propriété. Parfois, les enfants ont une part en nue propriété. Eh bien, les enfants vont devoir, s'ils sont US personnes, eux aussi retranscrire les états financiers de la SCI sur leur déclaration personnelle. Sinon, tout le monde va être puni de 10 000 dollars de pénalité, donc ça fait cher. Et bon, après, pour les problématiques de donation, gardez quelque chose en tête. Si jamais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et c'est quelque chose que vous voulez faire, créer une SCI pour donner des parts aux enfants alors que tout le monde est US personne, il y a une notion de step-up in basis, c'est-à-dire que vous allez donner une valeur à vos enfants qui va être la valeur du bien à sa date d'acquisition. Donc tout va bien si vous créez la société en même temps que vous achetez le bien, mais si vous avez un bien que vous avez depuis 50 ans dans la famille, vous créez la société, vous la portez à la société, puis vous donnez après les parts aux enfants, vos enfants auront une problématique d'imposition, mais là on part dans un sujet très complexe qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Donc je vais m'arrêter là. Mais en gros, sachez que SCI, si vous détenez des parts à plus de 10% en prenant en compte toute la famille proche, à ce moment-là, vous avez des obligations déclaratives. Ça ne veut pas dire que vous paierez plus d'impôts, mais il va falloir déclarer. Sébastien, tu peux passer et je crois que sur la partie fiscale, nous sommes à la fin.
Merci, Jean-Philippe. Là, sur le dernier slide, on voit les contacts de Valérie et Sébastien. Vous pouvez scanner leur QR code et vous avez aussi le QR code de Jean-Philippe qui est à droite. S'il y a des gens dans l'audience qui ont des questions pour le Canada, parce que Ah Jean-Philippe, oui. j'ai oublié de le mentionner, mais il est aussi CP au Canada. Donc, D'ailleurs, je peux n'hésitez peut-être. pas. Est-ce que je fais un petit tour rapide Canada, tant qu'on y est, ou si on a 2 minutes? Euh, Bon, sinon, vous pouvez poser les questions, il y a pas de problème. Sachez que ouais, faut juste Canada, allez, je le fais quand même, désolé Romain, vas-y, rapide. je prends 1 minute. Vas-y. Non, si vous êtes au Canada, vous allez devoir, donc on a d'autres obligations déclaratives, on a toujours ce sujet compliance, donc des formulaires à remplir et déclaration de revenus. Le système en termes de crédit d'impôt fonctionne un peu de la même manière. Côté canadien, on a les loyers encaissés moins les charges. L'amortissement, lui, côté canadien, n'est pas toujours intéressant parce qu'on a une récupération d'amortissement qui va être imposée comme du revenu ordinaire, donc pas un taux fixe comme aux US de 25%, et ce qui fait que vous pouvez vous retrouver, toute l'économie d'impôt que vous avez faite, vous pouvez être surimposé au moment de la récupération d'amortissement, puisque au Canada, on atteint très vite, enfin surtout au Québec, des tranches qui montent jusqu'à 53% d'impôt sur le revenu. Si vous avez une SCI, on devra déclarer. On déclare aussi les loyers. Et après, on a un formulaire qui n'est pas le 8938, qui s'appelle le T1135, dans lequel on va là devoir reporter la valeur du bien euh, en dollars canadiens évidemment et les loyers bruts qu'il vous a permis d'encaisser. Donc on a des obligations, mais le système fiscal fonctionne un peu de la même manière que côté américain. Ok, parfait. On va garder à l'écran encore peut-être quelques secondes les QR codes des intervenants et on va répondre à toutes vos questions. Il nous reste quelques minutes, donc posez vos questions maintenant. Après, je clôturerai la possibilité de poser des questions. Je vois une Euh, question là, Romain. oui. Qui dit bonsoir, quelles sont les conditions strictes relatives aux plus-values réalisées sur la résidence principale aux US? Alors, effectivement, c'est vrai, je l'avais dans le slide, je ne l'ai pas abordé, mais aux US, quand vous achetez votre résidence principale, vous pouvez avoir un abattement si vous êtes célibataire de 250 000 dollars sur la plus-value ou 500 000 si vous êtes marié. Les conditions strictes, c'est qu'il faut avoir habité dans le bien pendant 2 ans à minima sur une période de 5 ans qui précède la vente. Donc, ce n'est pas forcément 2 ans d'affilée, ça peut être 6 mois par-ci, 6 mois par-là, mais au total, il faut cumuler 2 ans d'habitation dans le bien et à ce moment-là, vous bénéficiez de votre exemption sur la plus-value. On peut avoir des cas particuliers si notamment vous devez vendre parce que vous êtes muté pour le travail, mais gardez en tête 2 ans sur les 5 années qui précèdent la vente. Ok, merci beaucoup. On a une question de Georges qui demande s'il peut imprimer des slides. Sachez que tout est enregistré, ce webinaire il est enregistré, donc vous pourrez avoir accès à l'enregistrement. Et en général, on met les slides dans l'article de replay, donc vous pourrez avoir accès à ça. On a aussi reçu des questions sur les réseaux sociaux. La première question, c'était, ah oui, peut-on optimiser légalement sa fiscalité en combinant les régimes fiscaux des deux pays? Ah Moi, ce que bah, j'ai compris, c'est que en France, il y a des choses qu'on peut pas faire l'amortissement, par exemple, alors qu'aux États-Unis, on peut amortir un bien qu'on a acheté en France. alors, en France, tu peux avec le LMNP. Ouais, d'accord. Non, ce qu'il faut retenir quand on est sur 2 pays comme ça, il n'y a pas de loophole. On va toujours payer le taux d'imposition le plus élevé entre les 2 pays. Là, sur l'immobilier, on a de la chance parce qu'on peut avoir le LMNP côté français et finalement avoir l'équivalent du LMNP côté américain, ce qui fait que pendant la durée de location du bien, on n'est pas ou très peu imposé. Mais on ne peut pas se dire, OK, là, je fais du LMNP et puis finalement, je ne le déclare pas aux États-Unis parce que j'ai pas envie de me faire imposer. Parce que bah, on va se retrouver dans les cas de figure que j'ai cités où ça peut être un peu problématique. Ok. Parce que ce qu'on amortit en France, c'est les meubles. On Les n'amortit meubles et le pas bien. le bien. Et le On bien. amortit le bien aussi? On peut Ok, amortir le bien sur une durée de 20 à 30 ans en moyenne. Tout à ok, fait. parfait. Comment Généralement, ce évaluer sont le des pot... durées assez semblables aux États-Unis, voire plus courtes.
Donc c'est assez intéressant. On a une question de Sophie. Comment évaluer le potentiel de rendement d'un bien à distance depuis les US? Ah, Ce qui est important dans le rendement, c'est le rendement brut et le rendement net, hein, dans tous les cas. Donc aujourd'hui, ce qui va permettre de vérifier le rendement, c'est déjà quel est le montant du loyer que l'on va percevoir par rapport au prix d'achat. Donc ça va être le rendement brut. Et après, le rendement net, et c'est le plus important dans tous les cas, parce que qu'est-ce qu'on va avoir à la fin, après toutes les charges? Donc notre revenu brut, par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure de 1000 euros par mois à Nice. Moins, je sais pas, si on prend une gestion locative à 6%, c'est 60 euros, plus par la suite, on va avoir peut-être des frais de charges de copropriété, taxes foncières, etc. Donc peut-être que notre loyer va passer à je dis n'importe quoi, 800 euros. Et donc 800 euros divisé par le prix d'achat, on aura notre rendement net. Donc c'est vrai que c'est très important. Nous, quand on réalise des simulations sur le rendez-vous de présentation de biens, on met toujours tous les frais, toutes les charges que l'on peut avoir en tant que propriétaire pour avoir un rendement net. Parce que c'est facile de dire je fais du 10% brut, mais combien je fais en net? On a une autre question de Claire. Faut-il trouver le financement en France ou aux US? Et si oui, à quel taux? Et il y avait une autre question. Quelles sont les banques qui financent en ce moment? Ah, aujourd'hui, le plus important le plus pertinent, pardon, pour investir en France, c'est d'aller chercher des banques en France, hein, parce que c'est les banques du pays qui vont permettre de financer les biens dans le pays. Donc en France, les grandes banques françaises, hein, type Crédit Agricole, Caisse d'épargne, BNP, etc., aident à financer. Après, c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a développé tout un réseau de partenaires bancaires avec qui on a l'habitude de travailler et qui sont spécialisés pour les non-résidents. Parce que souvent, quand les clients vont voir leur propre banque, la plupart du temps, c'est ah, vous habitez à l'étranger, pas possible. Alors encore plus quand on habite aux US. Ouais, et en plus, je rebondis. Si, bon, déjà, emprunter depuis les US, ça va être compliqué sur un bien acheté en France parce que ça va être dur d'avoir des garanties. Et vous vous soumettez au risque de change. Vous avez un dollar qui fluctue face à l'euro. Donc, vos mensualités peuvent changer tous les mois, finalement. Enfin, en euros, elles peuvent ne pas bouger, mais en dollars, elles vont bouger. Ouais. Euh, on avait une question sur Zoom. Comment se nomme votre compagnie? C'était une question de Yveline. Est-ce que vous pouvez nous redonner le nom de vos boîtes tous? Alors, Acheter Valérie. pour louer pour nous. Et moi, MSGL. Merci. On a une question d'un auditeur anonyme. Ces frais possiblement déductibles que vous avez décrits pour les meublés non professionnels concernent la déclaration d'impôt aux US, c'est bien ça? Alors, je pense que cette question, elle était quand tu venais de finir, Sébastien, de parler, et je pense que c'était sur la déclaration d'impôt côté France, non? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et en fait, après, quand Jean-Philippe a parlé, c'est pour la partie US aussi. Donc, Ouais, c'est la même tout est chose. valable. Voilà. Donc on Exactement. a des déficits et des amortissements dans les deux cas. Après, c'est pas à 100% les mêmes chiffres ce qui est pris en compte n'est pas la même chose à 100%, mais on est quasiment équivalent. Ouais. On a une question de Sophie. Un webinaire dédié au Canada est-il prévu? Euh, alors, pour investir en France, pas pour l'instant, mais si vous avez des questions pour le Canada, n'hésitez pas à scanner les QR codes. Jean-Philippe passe la moitié du temps au Canada, la moitié du temps aux États-Unis, donc il est assez joignable localement. Je sais que Valérie et Sébastien se déplacent aussi. Donc n'hésitez pas. Et puis de toute Ouais. façon, en scannant le QR code, on va remettre tout à l'heure le slide si vous voulez prendre contact avec eux. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez peut-être pas poser en public sur ce webinaire. Et sinon, on peut aussi répondre à quelques questions maintenant. n'hésitez pas à m'appeler Euh, également parce que nous avons un partenaire à Montréal qui est sur place et qui va pouvoir vous répondre en direct et prendre vos appels. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, je vous transmettrai ces informations. Vous les parfait. trouvez sur le web exactement, également.
Question de Catherine. Pour décider le montant du loyer pour un appartement à Paris en LMNP, suffit-il de respecter l'encadrement des loyers? Alors aujourd'hui, si on prend de la location longue durée, on est obligé de respecter le plafonnement des loyers. Donc après, on peut prendre la majoration supplémentaire si notre bien a vraiment un confort supplémentaire par rapport au logement à côté. Mais oui, aujourd'hui, il faut vraiment respecter. Et il y a de plus en plus de propriétaires qui sont dénoncés par leurs locataires. Et à ce moment-là, ils doivent repayer aux locataires les loyers surfacturés, en tout cas la partie surfacturée et aussi potentiellement des pénalités. Donc aujourd'hui, il faut vraiment respecter le loyer à Paris et il y a plus d'une soixantaine de villes maintenant qui ont les loyers plafonnés. L'option que nous avons présentée, c'est l'option moyen terme, location à moyen terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on développera au cours d'un appel parce qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est le moyen dont on a parlé pour pouvoir un peu euh, s- optimiser la valeur locative de votre appartement. Et c'est totalement légal. On a une autre question de Evelyne. Peut-on aujourd'hui acheter par une LLC aux États-Unis? Alors là, à proscrire complètement. Surtout, ne faites pas ça. Parce que vous allez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une société américaine qui achète en France. Donc, vous créez par l'acquisition de ce bien-là un établissement stable de la société US en France. Sachez que les LLC en France ne sont pas reconnus de point de vue fiscal. Parce que la France fonctionne par un principe d'assimilation, c'est-à-dire elle prend la nature juridique de la société, et bien à quoi est-ce que ça ressemble? À aucune structure française. La France a des difficultés de qualification de la LLC. Ça voudrait dire que la LLC, bon, on détermine sa qualification, va déposer une liasse fiscale française, donc répondre aux obligations fiscales françaises, et en plus, elle continue à répondre à ses obligations américaines. C'est quelque chose qui va vous coûter cher, ne serait-ce qu'en frais d'avocat, d'expert comptable, pour aucun avantage fiscal, absolument aucun. Merci. On a une autre question de Maxime. Si j'ai bien compris, l'amortissement est à rembourser en impôts au moment de la vente pour le Canada et ce n'est pas le cas aux US et en France. Alors, l'amortissement, attention, l'amortissement, on ne paye pas des impôts équivalents à l'amortissement qui est récupéré, parce que là, ce serait catastrophique. Euh, on vous impose sur l'ensemble des amortissements pratiqués. Donc, mettons, vous amortissez 10 000 dollars par an et vous vendez au bout de 10 ans. On arrive à 10 000 fois 10, ça fait 100 000. Vous avez d'un coup au Canada 100 000 qui rentrent dans vos revenus taxables. Ce qui fait que vous allez automatiquement changer de tranche d'imposition. Et si vous n'êtes pas au taux marginal à 53%, là, vous allez vous y retrouver. Donc, vous allez payer plus que ce que vous avez économisé. Et aussi au Canada, il y a une exit tax. C'est vrai que ce serait peut-être pas mal de faire un webinaire sur le Canada. Il y a une exit tax et là, vous aurez une récupération d'amortissement automatique, sauf que vous n'aurez pas vendu, donc ça peut faire très mal. Euh, Aux US, attention, on a une récupération d'amortissement comme au Canada, mais le taux d'imposition est plafonné à 25%. Ok. Bon, on réfléchira à voir pour faire quelque chose dédié au Canada peut-être dans les prochains mois. Euh, S'il n'y a plus d'autres questions, je vais prendre la dernière question. C'était une question de Pierre. Est-il conseillé d'investir dans les grandes villes comme Paris ou dans les villes moyennes pour un meilleur rendement? Alors la question, et surtout, si on parle de rendement, ben, c'est vrai qu'on va pas aller sur les grandes villes, vu que tout à l'heure, il y avait une question sur le plafonnement des loyers. La plupart des grosses villes en France sont plafonnées, et donc aujourd'hui, on a des rentabilités nettes à 3%, voire à Paris à moins de 2%. Paris, ou la plupart des grandes villes, on va acheter pour le côté patrimonial, que le bien puisse prendre de la valeur et aussi être sûr que on ait des locataires de qualité. Ça, c'est ce qu'on va aller rechercher. Si on cherche de la rentabilité, on va aller plutôt sur les villes moyennes. Et donc, il existe quelques villes qui peuvent être très intéressantes pour aller chercher de la rentabilité nette élevée.
Merci à tous les trois. Sébastien, je vais te demander si tu peux remettre une dernière fois les QR codes. Comme ça, on pourra scanner pour prendre rendez-vous avec vous directement, puisqu'on a Evelyne qui nous demande. Alors Et la puis, on va dernière, prendre la la dernière petite question de dernière là pour Sophie. la, ouais, Ouais. Sophie qui demande si une SCI en France, dans le cadre d'une SCI en France, en étant résident québécois, les revenus générés seront donc taxés à 53%. Attention, d'un point de vue canadien, vous allez déclarer, bon, par l'effet de la transparence, vos loyers avec les. Là, on ne déclare pas forcément exactement le résultat de la SCI. On va complètement supprimer l'effet SCI, c'est-à-dire qu'on va avoir les loyers, moins les charges, moins l'amortissement si vous décidez d'en avoir un. Ça va nous donner un résultat qui sera taxé à votre taux marginal du moment. Donc peut-être pas forcément 53%, tout dépend dans les tranches dans lesquelles vous allez être. Par contre, le Canada et le Québec, pour le Québec, à la différence des États américains, eux vous donnent un crédit d'impôt équivalent donc aux impôts français. Le Québec, là, va vous donner un crédit d'impôt. Ok, le crédit d'impôt s'applique en priorité au fédéral, et puis le reliquat, s'il vous en reste, pouf, on l'applique sur le Québec. Ce qu'on ne peut pas faire aux États-Unis, où on applique uniquement sur le fédéral. Merci, on va rester là-dessus. Et puis, on vous enverra, si vous n'arrivez pas à scanner les QR codes qui s'affichent à l'écran avec votre téléphone, on va vous envoyer de toute façon les contacts des intervenants. Donc, vous en faites pas. Il y a un email automatique qui part aussi dans 24 heures avec les contacts et le replay de l'intégralité de ce webinaire. Merci à tous les trois. Et puis, Merci à tous. Merci j'ai Romain. plus qu'à vous dire Merci. à bientôt et à la semaine prochaine pour un prochain webinaire de French Morning. Au revoir. Merci Merci, au Au Romain. revoir. revoir. Merci à tous.